la troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et territoire Sénat et les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Le Sénat veut interdire les violences éducatives, un texte porté par l'ancienne ministre des Familles Laurence Rossignol. Le message est clair, on peut élever des enfants sans les frapper ni les humilier. La loi est examinée ce soir en séance. Comment lutter contre l'habitat indigne après le drame de Marseille, drame qui a coûté la vie à 8 personnes. Un sénateur propose des pistes pour lutter contre l'insalubrité. Il est notre invité ce matin. Rachida Dati renonce à se présenter aux élections européennes. Elle préfère se consacrer au municipal à Paris. Jean-Pierre Raffarin lui annonce son soutien à la liste En Marche. Un ralliement qui fracture un peu plus sa famille politique. Mais tout d'abord, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le service national universel est officiellement lancé cette semaine. Il est testé dans 13 départements. L'opposition, elle, se montre plutôt sceptique. Explication Stéphane Amalian. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. 13 départements vont expérimenter le service national universel. 2 à 3 000 jeunes volontaires sont attendus, âgés de 15 à 16 ans. Tous doivent avoir achevé leur classe de 3e. La première session est prévue en juin, 15 jours en internat encadrés par des militaires et des éducateurs. Les jeunes seront formés aux premiers secours, aux réactions face à un attentat ou aux catastrophes naturelles. L'objectif est de rendre le dispositif obligatoire à l'horizon 2022-2023, ce qui semble poser problème au sein du groupe socialiste au Sénat. Je crois à l'engagement des jeunes de manière volontaire et non pas de manière forcée. Ce n'est pas un bon message envoyé à la jeunesse du pays que d'imaginer que pendant 15 jours, ils seront comme cela concentrés dans des conditions d'ailleurs matérielles qui ne sont pas encore vraiment définies. De l'avis du président de l'agence du service civique, les jeunes sont attirés par les missions d'intérêt général. Tout est une question de pédagogie. Ils ont déjà bien répondu à l'appel pour les 13 départements pilotes. Les volontaires ne manquent pas. Et chaque fois qu'on en parle à des jeunes, si on parle service national obligatoire, uniforme, etc., on a des réactions d'inquiétude ou de rejet. Mais quand on rentre dans le contenu, quand on leur propose de se rencontrer, d'avoir un certain nombre de formations, etc., on voit que les jeunes sont très preneurs. Le gouvernement a annoncé intégrer les cours de code de la route dans le service national universel et réfléchit à y inclure l'intégralité du permis de conduire. Voilà, et dans l'actualité ce matin également, comment lutter contre l'habitat indigne et insalubre, Saveria. Après le drame de Marseille, l'effondrement de plusieurs immeubles en centre-ville, drame qui a coûté la vie à 8 personnes, un sénateur propose des pistes pour lutter contre l'insalubrité. Le texte a finalement été renvoyé hier en commission. Explication Alizé Boissin. C'était il y a 4 mois, en plein cœur de Marseille. L'effondrement d'immeubles insalubres rue d'Aubagne faisait 8 morts. Une stupeur, mais pas une surprise. On connaissait l'état d'insalubrité de ces immeubles. Et à Marseille, on en compterait 40 000 dans la même situation. Intolérable pour le sénateur Bruno Gilles. L'élu appartient à la majorité du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, depuis ses premières candidatures en 1983. Candidat à la mairie de Marseille, Bruno Gilles a déposé une proposition de loi pour en finir avec l'habitat indigne. Vous savez très bien tout ce qu'on reproche à l'État, c'est ce désengagement, d'être trop loin. Donc là, finalement, cette main tendue, cet appel, ça serait la possibilité pour l'État de dire ben voilà, moi je vais y aller dans ce plan Marshall à Marseille, parce que c'est la deuxième ville, parce qu'elle en a besoin. Et en même temps, je montre que l'État, le gouvernement, peut travailler avec les collectivités quand elles en ont besoin. Examiné cette semaine par la Commission des affaires économiques, le texte s'organise autour de 3 axes. Un regroupement de services dédiés à l'habitat indigne, accélérer les réponses aux situations d'insalubrité en ramenant d'1 an à 3 mois la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré insalubre. Enfin, une application plus sévère de la loi du permis à louer contre les bailleurs privés qui offrent des logements indignes. Pour Marie-Noëlle Yenman, membre de la Commission des affaires économiques, il faudrait aller plus loin. Recenser ce qui reste à faire ou les nouveaux points qui émergeraient et comme ça avoir une vigilance permanente des collectivités locales aux yeux des citoyens, opposition et majorité dans une mairie. L'insalubrité, un fléau national qui toucherait près de 600 000 logements en France. Voilà, place maintenant à la deuxième interview politique de cette émission dans un tout petit instant. À tout de suite.
Voilà, il fait son entrée sur le plateau, en direct. Bruno Gilles, bonjour. Bonjour. Sénateur LR des Bouches-du-Rhône et on a entendu candidat à la mairie de Marseille. Oui. Bonjour Bruno Gilles, on vient de le voir dans le sujet, hein. Vous êtes l'auteur de cette loi sur l'habitat indigne, un texte qui n'a pas été adopté. Hier soir, il a finalement été renvoyé en commission. Vous proposez de regrouper les services dédiés à l'habitat indigne. Vous prévoyez également des sanctions plus dures contre les marchands de sommeil. Est-ce que toutes ces mesures sont suffisantes? On sait qu'il y a 450 000 logements insalubres en France. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est une pièce du puzzle. Moi, j'ai pris l'habitude de dire, depuis ce drame, malheureusement, depuis donc 4 mois, quasiment jour pour jour, ce drame a dû être d'ailleurs un révélateur pour nous tous, qui démontre que finalement, on travaille tous un peu en solitaire, tous finalement en silo. L'État, avec la préfecture et l'agence régionale de santé, les collectivités locales, la ville, les métropoles, l'agence régionale de santé. Donc, finalement, on se rend compte qu'il faut coordonner tout ça. Et cette PPL que j'ai voulu déposer, c'est aussi un signal d'alarme. C'est de dire, voilà tout ce qui ne va pas. Hier, nous en avons discuté aussi avec le ministre. Il y a des décisions à prendre qui ne sont pas dans ma proposition de loi, mais c'est unifier les services, c'est mettre en place de meilleures relations entre les services de l'État et les services municipaux métropolitains. Il faut que ça soit un déclencheur pour tout mettre à plat et pour aller bien sûr plus loin et plus vite. Est-ce que Marseille est un cas unique en termes d'habitat dégradé? Non, hier j'étais avec des confrères à vous qui m'ont parlé d'un cas dans un village dans le Doubs à côté de Besançon où le maire a un problème d'un logement insalubre depuis des mois et il ne s'en sort pas. Parce que lui, il n'a pas de service. Ces problèmes touchent aussi les territoires ruraux. Ben voilà, ça touche tout le monde. C'est pas que les grandes villes. Pendant des années, on a pensé que le logement insalubre, c'était ces grandes tours qui ont parfois été construites à la va-vite dans les années 60. Ça touche pas que les grandes villes. Ça touche maintenant un monde rural. Et donc, ce qu'on va essayer de faire au Sénat, c'est pas une PPL pour Marseille, c'est une PPL pour la France, même si Marseille concentre bien sûr un nombre de logements insalubres dont il faut s'occuper de plus en plus. Bruno Gilles, vous appartenez à la majorité municipale depuis 1995. Vous êtes élu de Marseille depuis 25 ans. Est-ce que vous n'êtes pas également responsable et comptable de la situation du logement aujourd'hui à Marseille? Oui, mais moi je l'ai dit franchement, j'ai été peut-être un des rares élus de la majorité à reconnaître que nous avons pas fait tout bien. D'ailleurs, si tout le monde avait fait tout bien, il n'y aurait pas eu 8 morts et 3 immeubles déconstruits. Et il n'y aurait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, des centaines et des centaines de Marseillais que nous devons reloger parce que nous découvrons que leurs logements sont insalubres. Mais c'est que des logements privés. Donc à un moment, là aussi, il faut une responsabilité des logeurs privés qui, quelquefois, sont de bonne foi, mais qui, quelquefois, sont des marchands de sommeil. Et moi, je dirais même des marchands de mort. On l'a vu. Donc, c'est trop facile de dire c'est la faute à Marseille, c'est la faute à la ville, c'est la faute au maire. Et la responsabilité de Jean-Claude Gaudin, le maire actuel? La responsabilité, elle est à tout le monde. Elle est au service de l'État, elle est au service de la mairie et elle est aussi due au service de la métropole. C'est un tout. Le but aujourd'hui, ça serait même, prenez pas mal mon expression, ça serait même indécent de dire c'est la faute de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, s'il y a une faute, la justice le dira, puisque vous le savez, il y a une enquête judiciaire. La faute, elle est surtout au fait qu'on n'a pas su se parler pendant des dizaines d'années. Vous êtes candidat déclaré, on l'a dit, à la mairie de Marseille. Est-ce que ce texte, cette loi, n'a pas aussi une portée électoraliste? Tout peut être électoraliste du moment qu'on est candidat. Mais quand il y a eu ce drame le 5 novembre, je reconnais très honnêtement devant vous que je me suis posé la question, avec mes amis politiques aussi, de dire est-ce que je dois rester sans rien faire parce que je suis candidat. D'ailleurs, c'est le sénateur qui a réagi. C'est le sénateur aussi qui a déposé une proposition de loi. Et pour justement dépolitiser la chose, vous avez montré quelques images tout à l'heure, je suis venu faire ma conférence de presse à Paris en tant que sénateur. J'aurais pu faire cette conférence de presse à Marseille en tant que candidat. Je n'ai pas voulu. Mais ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'il ne faut rien faire. Et ma position peut-être de candidat fait que ça, y a un petit peu plus de médiatisation, mais tant mieux. Bruno Gilles, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet qui concerne Marseille. La justice a annulé le plan de la ville pour les écoles. C'était un partenariat public-privé à 1 milliard d'euros qui visait à rénover les écoles de Marseille. C'est un nouveau coup dur pour la majorité municipale, pour Jean-Claude Gaudin. Là aussi, moi j'étais très clair, c'est un sujet pour moi qui ne devait pas être un sujet tabou. J'avais prévenu le maire d'une position qui n'était pas tout à fait conforme à la majorité municipale. Sur ce partenariat public-privé, moi je pensais que là aussi on allait trop vite et trop fort.
Et j'avais réussi d'ailleurs, avant qu'il y ait ce résultat de justice dont vous venez de parler, j'avais réussi à convaincre le maire qu'au dernier conseil municipal de décembre 2019, donc juste avant les élections municipales de mars 2020, on ne vote pas le dernier rapport qui rendait inéluctable le fait d'être obligé de passer par le partenariat public-privé. Ce qui prouve là aussi qu'on peut être candidat de la majorité municipale et avoir une certaine liberté de parole. Pour terminer sur ce sujet des municipales à Marseille, du sujet de Marseille, on évoque le nom de Marlène Schiappa. Pour vous affronter dans la course aux municipales, c'est une figure très populaire du gouvernement. Son nom a été évoqué à Marseille et immédiatement, je dirais, désévoqué, si vous me permettez ce terme. Non, il faut rester sérieux. Un parachutage à Marseille ne marchera jamais. Je crois qu'il y a de fortes personnalités de La République En Marche à Marseille. Pourquoi aller chercher à Paris ce que La République En Marche a à Marseille ? Il y a des parlementaires, il y a des personnalités. À eux de faire leur choix. En tout cas, pour la majorité municipale et pour les Républicains, c'est ma candidature aujourd'hui. On en reparlera. Dans le reste de l'actualité, il y a des recompositions à droite. Jean-Pierre Raffarin a annoncé son soutien à la liste En Marche aux élections européennes en mai prochain. Un choix qui divise un peu plus son parti, les Républicains. C'est un reportage de Jordan Klein. J'adhère au constat, à la vision et au projet. Ce sont les mots employés par Jean-Pierre Raffarin pour annoncer son soutien à la liste La République En Marche aux européennes. Au Sénat, c'est la déception chez les Républicains, sa famille politique. Le rassemblement en politique, c'est une évidence. Parce que la politique, c'est une addition et non pas des soustractions. Et qu'aujourd'hui, la France est désunie et que tout ce qui peut permettre de rassembler est quelque chose de positif. Jean-Pierre Raffarin s'est retiré de la vie politique il y a 20 mois. Donc au Sénat, ce soutien est vu comme un non-événement. C'est pas la même chose que quelqu'un qui est réellement dans la vie publique, qui a réellement des fonctions, qui a réellement un poids encore jour à jour sur l'opinion et qui nous dirait non, je suis plus d'accord sur rien. Après, qu'est-ce que vous voulez faire? On refait pas le monde. La vie continue pour tout le monde. Un ralliement qui n'est pas une surprise. Tout comme son ami politique Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin est loin des idées soutenues par Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux européennes. Malgré tout, les sénateurs regrettent cette décision. Écoutez, j'aurais préféré qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'affection pour Jean-Pierre Raffarin. Bon, il fait un choix, c'est son choix, ça ne sera pas le mien. Je peux le déplorer, mais c'est sa liberté. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il reste parmi nous au sein du mouvement et qu'il nous fasse profiter de son talent, en tous les cas. De ce point de vue-là, pour moi, c'est un regret de ce point de vue-là. Après le ralliement de Jean-Pierre Raffarin au projet du président de la République, c'est le porte-parole du gouvernement qui a salué le geste. C'est un homme de bon sens, a-t-il affirmé. Bruno Gilles, votre réaction à ce choix de l'ancien Premier ministre de Jean-Pierre Raffarin, figure des Républicains? Elle est dans la lignée de ce qu'ont dit beaucoup de mes collègues sénateurs. On ne peut que regretter qu'une grande personnalité, même s'il est retraité aujourd'hui, une grande personnalité nous quitte à quelques mois d'une échéance importante. C'est son choix, on doit le respecter. Après, il se met de lui-même en dehors de notre famille politique, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il faut en prendre acte, il ne faut pas spécialement critiquer. Et puis, nous, on est dans une famille politique avec un trio qui a déjà été choisi, avec, vous le savez peut-être, des candidats qui vont être choisis ce soir, puisque nous avons une commission nationale d'investiture. C'est ça qui doit compter. Ça ne sert à rien de regarder toujours à côté et de regretter, voilà. François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les européennes, est un choix plutôt contesté. Est-ce que vous soutenez publiquement cette liste? Ce choix, c'est le bon candidat pour mener la liste des Républicains aux européennes? Écoutez, à un moment, il faut de la discipline dans un parti politique. Sinon, on en sort. Moi, je suis président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône, donc j'ai des responsabilités politiques. Je serai ce soir, car je suis un membre permanent de la commission nationale d'investiture de mon parti. Je dois suivre les choix de mon parti. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis en interne. Si je continue à pas être d'accord, je pars. Donc moi, j'ai décidé de rester et de mener ce combat qui sera un combat difficile. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais à un moment, en politique, il faut être un peu courageux. On est dedans ou on est dehors. Et on ne peut pas régulièrement se claquer des muscles pour avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Ça ne sera pas mon cas en tout cas. Pour terminer, on a appris hier soir que Rachida Dati ne serait pas candidate sur la liste des Républicains aux européennes. Elle se réserve pour les municipales l'année prochaine à Paris. Est-ce que c'est un choix que vous soutiendrez si elle se présente bien à Paris? Est-ce qu'elle ferait une bonne candidate pour représenter la droite à Paris aux élections municipales l'année prochaine? Pourquoi pas, mais là aussi vous me demandez un commentaire qui est difficile. Je suis
suis pas sûr que j'apprécierais des commentaires sur le choix de ma candidature de Rachida Dati à Marseille. Donc je vais pas faire l'inverse. L'inverse, c'est aussi une grande personnalité, moi. C'est un choix courageux qu'elle fait ? Oui, c'est un choix courageux parce que c'est une élue qui sans doute aurait été en position éligible sur la liste, donc ça aurait été facile pour elle d'être de nouveau élue. Le choix d'être candidate à Paris, est-ce qu'elle sera retenue ou non? En tout cas, c'est un choix difficile, c'est un choix courageux parce que nous le savons très bien, Paris est une ville très difficile à reconquérir pour la droite républicaine et le centre. Foule de candidats. Ouais, et puis en plus il y a pas mal de candidats effectivement. Bruno Gilles, retour à Marseille. Tous ceux qui aiment le football s'inquiètent à Marseille de l'avenir du stade Vélodrome. Bon, il s'appelle l'Orange Vélodrome d'ailleurs maintenant. Oui. D'aucuns l'appellent d'ailleurs le bijou de famille à Marseille. Alors, est-ce qu'il va être vendu à la métropole? Est-ce qu'il va être récupéré par l'OM? Quelle est votre position là-dessus? Vous êtes candidat à la mairie de Marseille. C'est très sensible là-bas cette affaire. Oui, et j'ai pris une position là aussi un peu particulière il y a déjà quelques semaines. C'est plus un tabou de parler de la vente du stade Vélodrome. Ça plaît pas trop aux Marseillais, vous le savez. Pas sûr. Pas sûr. La situation, la position a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la création de la métropole et ça fait partie de ces grands équipements métropolitains. Aujourd'hui, la moitié des spectateurs du stade Vélodrome ne sont pas marseillais, parfois même ne sont pas du département des Bouches-du-Rhône. Quand on dit c'est un bijou de famille, c'est un bijou de famille qui nous appartient, mais on paye pour le porter. Oui. Quand on va au stade, on paye. Quand on va avoir un concert de musique, on paye. Quand on veut faire la fête... Vous voulez dire, c'est pas les Marseillais à l'intérieur de la cité qui en profitent forcément. Exactement. Donc, ce débat, il a eu lieu il y a quelques années. Il pouvait avoir lieu. Aujourd'hui, c'est 12-13 millions d'euros par an. Est-ce que c'est uniquement sur les impôts des Marseillais que cette somme doit être sortie? Moi, je dis, proposons à l'OM d'étudier ce dossier. Si l'OM n'est pas intéressé et que nous ne tombons pas d'accord sur un prix, c'est un équipement métropolitain, c'est donc à la métropole d'en assurer le loyer. Bruno Gilles, sénateur. Merci à vous. Merci. Vous aimez le football, évidemment. Bien évidemment, je vais quasiment à tous les matchs et je suis très heureux de notre dernière victoire avec ce magnifique but. Comme tout bon élu de Marseille. Vous l'entendre dire. Même le président de la République aime l'Olympique de Marseille. Hommage à Balotelli. Merci à vous. Merci Bruno Gilles, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat maintenant, Saveria. Dès 9h ce matin, il faudra suivre, bien sûr, on en a parlé, l'examen du rapport et du texte de la Commission sur le projet de loi sur les mobilités. 600 amendements déposés. Le Sénat qui compte bien modifier ce texte important. À 17h30, l'audition de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, auditionné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat sur la situation des chrétiens d'Orient. Et puis enfin, on en a également parlé à 18h30, l'examen en séance d'une proposition de loi qui vise à lutter contre les violences éducatives. Le texte porté par Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, que nous recevrons demain matin dans cette émission. Voilà, en deuxième invité politique, puisque le premier invité politique demain sera Franck Riester, le ministre de la Communication et de la Culture. Voilà, on passe maintenant à l'œil 2 dans un instant. À tout de suite. Merci beaucoup. Et voilà, fait son entrée Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de venir nous éclairer. Je vais essayer en tout cas. Bonjour Benjamin, on va parler avec vous du calendrier parlementaire et de l'encombrement de ce calendrier. Initialement prévu avant la fin de l'année dernière, la révision de la loi de bioéthique, qui comprend donc l'extension bien sûr de la PMA, a été repoussée en raison, selon l'exécutif, de l'encombrement de ce calendrier parlementaire. Il y a vraiment trop de textes, trop de lois examinées, on n'a plus le temps? Alors oui, et c'est pas d'hier si vous voulez. Alors on a déjà beaucoup de lois. Certains diront trop, et ensuite on a des lois qui ne sont pas très bien organisées, avec souvent des dépôts à l'Assemblée nationale, même si la place du Sénat en première lecture, en tout cas en dépôt, a été un peu revalorisée ces derniers mois. Donc on a une mauvaise organisation entre l'examen entre les deux chambres. Exactement. Donc on a aujourd'hui une mauvaise organisation du calendrier parlementaire, beaucoup de textes, probablement encore plus après le grand débat, où on peut attendre tout de même un certain nombre de mesures qui seront adoptés dans la foulée. Donc on voit que c'est très compliqué à l'heure actuelle et que ça pose d'autant plus de problèmes qu'on a une visibilité sur ce calendrier parlementaire qui est relativement limité au regard de tout ce qui se passe. Et pour ces raisons-là... Tout ce qui se passe, la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, le grand débat, les européens. Voilà, parce que d'autant plus que cet agenda, il pourrait être de nouveau bousculé par la nécessité de traduire dans la loi toutes les mesures qui vont sortir, les idées, les pistes qui vont sortir du grand débat. C'est ça. Emmanuel Macron et le Premier ministre l'ont dit. Ce grand débat, il devrait déboucher sur des mesures qui seront des mesures peut-être adoptées par référendum, mais malgré tout, le gros morceau des mesures
va passer par la voie législative. Qui dit passage par la voie législative dit remobilisation du Parlement, qui actuellement pourtant est en flux tendu. La traduction politique au grand débat, ça pourrait être notamment le retour de la réforme des institutions, plusieurs fois repoussée. On nous parle maintenant de septembre. Est-ce que selon vous, le texte, la réforme des institutions, est remis sur les rails ? Ça va. De nouveau d'actualité. C'est compliqué parce que ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, si on reste sur une mouture qui était celle d'avant le grand débat, eh bien, les mêmes clivages, les mêmes tensions vont se répéter, avec qui plus est la difficulté pour ce qui relève de la loi ordinaire ou de la loi organique, est-ce que ça passe par référendum ou est-ce que ça passe par voie parlementaire ? Si ça passe par référendum, eh bien, tout d'un coup, le deal qui avait été passé un petit peu avec la majorité sénatoriale n'aura plus vraiment lieu d'être. Et cette question constitutionnelle posera d'autant plus de difficultés. Vous parlez des tensions, c'est-à-dire un nouveau bras de fer entre l'exécutif et le Sénat ? Est-ce qu'on a affaire à un nouveau bras de fer ? En tout cas, ça en a l'apparence. C'est un sujet majeur qui cristallise les tensions. C'est un sujet majeur qui cristallise les tensions, avec une grande inconnue sur est-ce que, au regard de la lettre d'Emmanuel Macron, au regard de certaines déclarations, au regard de certains articles, il y aura une évolution du Sénat ? Ou est-ce qu'on va rester sur l'ancienne mouture, au moins concernant l'élection des sénateurs et le bicamérisme ? Des questions qui se posent également sur la place des maires, sur la question de la décentralisation vis-à-vis des communes qui ne sont pas prévues dans le texte, mais que réclament les sénateurs Gérard Larcher et un certain nombre d'élus locaux. Tout ça, il ne faut quand même pas l'oublier, 1 an avant des élections municipales, même moins d'1 an avant des élections municipales, 9 mois et 1 an avant des sénatoriales, évidemment, ça crée des difficultés, ça crée des tensions et ça crée des blocages. Très bien, merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci à vous. Benjamin Morel, on retrouve évidemment vos tweets toujours informés et éclairants, vos commentaires. Merci beaucoup. On passe dans un instant à la revue de presse. Voilà, la une de Paris-Normandie, édition Le Havre, c'est l'attaque terroriste dans l'Orne ce matin. 2 surveillants blessés, une femme tuée, un détenu arrêté, l'auteur présumé de l'agression de 2 agents pénitentiaires. Michael Chiolo a été interpellé cette nuit lors d'un assaut donné par le RAID au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Sa compagne, blessée durant l'intervention, a succombé à ses blessures. Le procureur de la République de Paris a affirmé dans la soirée que le prisonnier avait dit vouloir venger Cherif Chekat, qui est l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, était-elle sur place hier soir. Et puis, à la une du Dauphiné libéré, c'est en Isère, après la tension, l'appel au calme à Grenoble. Les émeutes consécutives à la mort d'Adam et Fatih, 2 jeunes de 17 et 19 ans dans un accident de scooter, alors qu'ils étaient poursuivis par la police samedi soir, ne faiblissent pas. La famille appelle au calme. La nuit de lundi à mardi a été la plus tendue dans le quartier Mistral. Cocktail Molotov, parpaings, boules de pétanque jetées depuis le haut des immeubles sur les forces de l'ordre, sur les sapeurs-pompiers. Saccage, incendie d'un institut de formation de la Croix-Rouge ou encore d'un hangar. Après 3 nuits d'émeutes, le quartier Mistral ressemblait hier à un véritable champ de bataille. Voilà un coup de colère à la une de la Provence, notre partenaire. On arrête quand il s'agit du plastique. Comment stopper notre addiction au plastique qui intoxique toute la planète? La Terre est submergée par les déchets en plastique. L'ONG de défense de l'environnement WWF lance un appel au gouvernement pour qu'il prenne des mesures efficaces, surtout pour les océans. L'ONG estime que cette pollution entre désormais dans la nourriture que nous mangeons et dans l'air que nous respirons. Le Parlement et le Conseil européen ont voté l'interdiction des pailles et autres gobelets en plastique d'ici la fin de l'année, mais le Sénat, pour préserver les emplois de la filière, avait fait le choix de voter un amendement dont l'objectif est de retarder l'application de cette décision. Et puis il va quitter le port de Toulon. C'est Var Matin qu'il met à sa une. Le Charles de Gaulle a mis le cap sur Singapour, direction le Levant. Après plus de 18 mois de révision, le célèbre porte-avions a repris la mer pour une mission de 4 mois. Tout d'abord direction le Moyen-Orient et la lutte contre Daesh. Puis le porte-avions sera en route vers l'océan Indien jusqu'à Singapour. La ministre des Armées, Florence Parly, elle est venue saluer hier l'équipage des 2000 femmes et hommes. Elle leur a rappelé leur mission, protéger les Français, les Européens et faire rayonner la France à l'international. Voilà, Var Matin, un des journaux du groupe.
groupe Nice Matin, dont les rédactions sont dirigées par Denis Caro, qu'on voit souvent dans cette matinale d'infos. Merci beaucoup Saveria. On se retrouve demain pour l'actualité parlementaire et pour la revue de presse de notre émission. Bonne journée à vous. Nous, on va aller regarder ce qui se passe du côté de la météo des territoires, la météo de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France. Mais aussi, c'est une particularité, vous le savez, dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et puis ensuite, on regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Citoyens d'Europe, si je prends la liberté de m'adresser directement à vous, ce n'est pas seulement au nom de l'histoire et des valeurs qui nous rassemblent, c'est parce qu'il y a urgence. Voilà les premiers mots de la lettre adressée par Emmanuel Macron à tous les citoyens européens aujourd'hui. On ne s'adresse pas aux Français, on s'adresse aux citoyens d'Europe. Et on a toujours cette arrogance macronienne qui vise à donner des leçons à tous les pays d'Europe, alors même que la France a le déficit public le plus élevé de la zone euro. Il faut comprendre que Emmanuel Macron est toujours l'homme des discours, mais il n'est pas l'homme des actes. Et ce qu'il propose de faire en Europe, c'est ce qu'il défait précisément en France. C'est ringard parce que ce que propose Emmanuel Macron, ça a déjà été proposé depuis 30 ans par la gauche et par la droite, mais c'est surtout très dangereux parce que la voie sur laquelle il nous propose de nous aventurer, c'est la voie de l'échec. Est-ce qu'il va réformer Schengen de l'intérieur ou de l'extérieur ? Parce que si on compte sur l'Europe, vu l'état de Frontex, vu la manière dont les flux ont été gérés, on n'aura pas de grandes solutions. Les grandes déclamations, les grandes déclarations, il y a la vision d'une Europe fédéraliste et d'une Europe qui demeure très largement impuissante. Le moment que nous sommes en train de vivre, c'est le plus périlleux que nous ayons connu depuis 50 ans. Pour notre pays, pas seulement pour les grands principes de la planète, pour notre pays, pour nos intérêts. On est comme ça sous la menace de puissances qui veulent nous imposer leurs lois. On danse sur un volcan. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude par rapport à l'avenir de l'Europe. Les nouvelles générations, ne l'oublions pas, et en particulier les jeunes Français sont les plus dubitatifs à l'égard de l'Europe. Pourquoi ? Parce que pendant des années, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui a expliqué qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait juste croire à l'Europe parce que l'Europe, c'était la paix et la prospérité. Mais les jeunes n'ont pas connu la guerre. Dans un entretien exclusif publié par Le Figaro, l'ancien Premier ministre annonce qu'il s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron et de la liste La République En Marche aux européennes. Jean-Pierre Raffarin a échoué lorsqu'il était Premier ministre. La droite nouvelle que nous construisons, eh bien, elle est en rupture avec les échecs du passé. Un homme comme Jean-Pierre Raffarin dit le bon chemin pour la France en Europe, c'est celui que trace le président de la République. Et bien entendu, qu'une personnalité aussi éminente que Jean-Pierre Raffarin fasse ce choix n'est que réjouissant. Et lorsque j'entends Jean-Pierre Raffarin nous dire que le projet d'Emmanuel Macron est le plus abouti, si effectivement être abouti, c'est créer une office, une banque et une conférence, vous imaginez que ça ne peut pas me convenir. Voilà, demain, jeudi, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui sera notre invité politique en direct. Et puis demain, c'est une émission un peu particulière, émission spéciale avec notre multiplex, vous le savez, au plus près des Français et du grand débat national dans les régions, en direct avec les télévisions locales et la presse quotidienne régionale. Donc un multiplex un peu partout en France demain et un invité central, Franck Riester, le ministre de la Culture. Merci de votre fidélité. Bonne journée à tous et donc à demain. Au revoir.